Dans l'obscurité glaciale d'une nuit de janvier en l'an 1340, quelque part dans une chaumière au nord de la France, une famille paysanne se blottit dans un unique lit en bois. Le vent hurle à travers les fissures des murs de torchis, le feu central, couvert pour la nuit, ne dégage qu'une lueur mourante, et la température à l'intérieur de la maison descend dangereusement près du point de congélation. Le père et la mère occupent le centre du matelas de paille, leurs 4 enfants pressés contre eux dans un ordre précis. Les filles près du mur, la plus jeune tout contre sa mère, les garçons de l'autre côté. Cette scène n'a rien de romantique, rien de confortable selon nos standards modernes. Elle incarne quelque chose de bien plus fondamental, une question de survie pure et simple. Bon, dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi les gens du Moyen Âge dormaient en groupe, non par choix ou par préférence sociale, mais par nécessité absolue de survie. Nous révélerons les contraintes climatiques qui transformaient chaque nuit d'hiver en menace mortelle, particulièrement durant le petit âge glaciaire qui débuta vers 1300. Vous apprendrez comment l'inadéquation des technologies de chauffage médiévales rendait impossible le maintien de températures vivables dans les habitations. Nous explorerons les innovations thermiques comme les lits clos, ces remarquables structures en bois qui créaient des microclimats salvateurs. Sous peu, vous comprendrez la science derrière le partage de chaleur corporelle et pourquoi chaque corps supplémentaire dans un lit pouvait faire la différence entre l'hypothermie et la survie. Nous examinerons également les dangers nocturnes qui rendaient de la sécurité en nombre encore plus cruciale, des loups aux bandits. Cette exploration vous montrera comment toutes les classes sociales, de la noblesse aux paysans, pratiquaient le sommeil communautaire, quoique dans des conditions radicalement différentes. Ce qui rend cette histoire fascinante, c'est qu'elle défie nos présupposés modernes sur la vie privée, le confort et même sur ce qui constitue une existence normale. Pendant environ 1000 ans, dormir seul représentait un luxe impossible pour la quasi-totalité de la population européenne. La notion même d'intimité, telle que nous la concevons, n'existait tout simplement pas dans l'esprit médiéval. Regardons de plus près comment et pourquoi cette pratique universelle façonna la vie quotidienne de millions de personnes à travers les siècles. Avant de plonger dans les mécanismes thermiques et les innovations techniques, commençons par établir l'ampleur de cette pratique. À quel point le sommeil communautaire était-il répandu? Qui dormait avec qui? Quelles règles gouvernaient ces arrangements? Dans un moment, nous découvrirons que cette pratique traversait absolument toutes les frontières sociales de la société médiévale. Le sommeil communautaire au Moyen Âge n'était pas une exception réservée aux plus démunis ou une curiosité historique isolée. Il s'agissait du mode de vie standard, universel, incontesté à travers toute l'Europe médiévale, du 5e au 15e siècle. Imaginez un instant que chaque nuit de votre vie, depuis votre naissance jusqu'à votre mort, vous partagiez votre espace de sommeil avec d'autres personnes. Pas occasionnellement, pas dans des circonstances exceptionnelles, mais systématiquement, nuit après nuit, année après année. Voilà quelle était la réalité médiévale. Les arrangements familiaux suivaient des schémas précis qui maximisaient à la fois la chaleur et la protection. Dans une famille paysanne typique, le père et la mère occupaient le centre du lit, position stratégique qui leur permettait de diffuser leur chaleur corporelle vers leurs enfants disposés de chaque côté. Les filles dormaient près du mur, la plus jeune placée le plus près de sa mère, celle qui génère naturellement le plus de chaleur maternelle. Les garçons occupaient l'autre flanc, disposés selon leur âge, les plus jeunes au centre, les plus âgés vers l'extérieur. Cette configuration n'avait rien d'aléatoire. Chaque position répondait à une logique thermique et sécuritaire soigneusement pensée, transmise de génération en génération comme un savoir de survie essentiel, aussi crucial que savoir allumer un feu ou trouver de l'eau potable.
Mais la famille nucléaire ne constituait pas la limite de ces arrangements. Les invités, les amis de passage, parfois même les serviteurs partageaient le lit familial. La notion que seuls les membres d'une famille immédiate devaient dormir ensemble n'existait tout simplement pas dans la mentalité médiévale. Tournons-nous maintenant vers les auberges médiévales, où la pratique atteignait des dimensions qui nous sembleraient aujourd'hui totalement impensables. Les voyageurs qui s'arrêtaient dans une taverne pour la nuit partageaient régulièrement des lits avec des inconnus complets, des gens qu'ils n'avaient jamais vus auparavant et qu'ils ne reverraient probablement jamais. Une chambre d'auberge typique pouvait contenir jusqu'à une douzaine de lits, chacun accueillant confortablement 3 à 4 personnes, parfois davantage lors des périodes d'affluence comme les foires ou les pèlerinages. Des règles d'étiquette existaient pour rendre cette promiscuité tolérable. Rester immobile autant que possible, ne pas monopoliser les couvertures, garder strictement sa moitié du lit, éviter les contacts physiques inutiles. Les aubergistes appliquaient ces règles avec rigueur, car un client qui perturbait le sommeil des autres risquait de faire fuir la clientèle. Des chambres privées existaient, certes, mais elles coûtaient extrêmement cher, réservées aux marchands les plus prospères ou aux nobles voyageant incognito. Pour le voyageur ordinaire, le marchand itinérant, le pèlerin, le compagnon artisan faisant son tour de France, partager un lit avec 2 ou 3 étrangers constituait l'option normale, attendue, sans aucune connotation particulière. Cette pratique dura remarquablement longtemps, jusqu'à l'époque coloniale, où les témoignages relatent encore des arrangements avec 6 personnes par lit dans les zones rurales reculées. Dans les châteaux du début de la période médiévale, même la noblesse dormait en communauté, quoique dans des conditions légèrement plus confortables. La grande salle, ce vaste espace qui servait durant le jour aux banquets, aux audiences seigneuriales, aux réceptions, se transformait la nuit en dortoir collectif pour l'ensemble de la maisonnée. Le seigneur et sa famille bénéficiaient d'une séparation symbolique par un rideau tendu à l'extrémité supérieure de la salle, mais c'était là leur seule concession à l'intimité. Derrière ce mince tissu, aussi luxueux fût-il, ils dormaient à quelques mètres seulement de dizaines d'autres personnes. Les serviteurs, les chevaliers, les écuyers, les invités, tous s'étendaient sur des paillasses ou des nattes de paille tressées, dispersées sur le sol de pierres froides. Personne n'avait d'emplacement assigné de manière permanente. Le principe du premier arrivé, premier servi prévalait, créant parfois des tensions hiérarchiques lorsqu'un serviteur junior osait s'installer sur l'emplacement habituellement occupé par un chevalier senior. Pourquoi cette apparente promiscuité même pour ceux qui possédaient assez de richesses pour construire des pièces séparées? La réponse tient en 2 mots: sécurité et chaleur. La grande salle, avec son feu central maintenu durant toute la nuit et ses nombreux corps humains générant collectivement une chaleur substantielle, offrait un environnement bien plus chaud et sûr que n'importe quelle chambre isolée perdue dans les profondeurs froides et sombres d'un château de pierre. Cette pratique ne relevait d'aucun choix culturel pittoresque, d'aucune tradition folklorique charmante. Elle découlait de nécessités de survie brutalement concrètes, aussi impérieuses que la nécessité de manger ou de boire. Explorons maintenant le contexte climatique qui rendait le sommeil solitaire non seulement inconfortable, mais potentiellement mortel. Pour comprendre pourquoi les médiévaux risquaient littéralement leur vie chaque nuit d'hiver, nous devons d'abord saisir le contexte climatique dans lequel ils évoluaient. L'Europe médiévale connut d'abord une période relativement clémente appelée l'optimum climatique médiéval, qui s'étendait approximativement de 950 à 1250 de notre ère. Durant ces 3 siècles, les températures dans la région de l'Atlantique Nord demeurèrent plus douces que la normale, permettant des récoltes abondantes, une expansion démographique remarquable et même la colonisation viking du Groenland, île qui portait alors assez bien son nom de Terre verte.
Les chroniques de cette époque parlent de vignobles prospérant en Angleterre, de récoltes généreuses en Scandinavie, de pêches miraculeuses. La vie restait dure selon nos standards modernes, certes, mais le climat coopérait relativement bien avec les ambitions humaines. Puis vint le changement. Vers l'an 1300, les températures commencèrent à chuter de manière perceptible. Ce refroidissement marqua le début de ce que les climatologues appellent aujourd'hui le petit âge glaciaire, une période de températures anormalement basses qui persista jusqu'au milieu du XIXe siècle. On parle ici d'une baisse de 0,5 à 0,6 degrés Celsius en moyenne pour l'ensemble de l'hémisphère nord. Cela peut sembler dérisoire à première vue, presque négligeable, mais les conséquences furent absolument dévastatrices. Cette moyenne masque des variations régionales bien plus dramatiques et surtout des hivers extraordinairement rigoureux qui frappaient de manière imprévisible. En Angleterre et dans le nord de la France, les températures hivernales pouvaient descendre jusqu'à 0 degré Fahrenheit, soit environ moins 18 degrés Celsius, des froids véritablement sibériens pour des populations non préparées. Des chroniques contemporaines relatent la Tamise gelée à Londres, permettant d'y tenir des foires entières sur la glace épaisse, avec marchands installant leurs échoppes, jongleurs divertissant les foules, tout un monde éphémère sur le fleuve solidifié. La Seine à Paris connut le même sort à plusieurs reprises, événement suffisamment extraordinaire pour que les chroniqueurs le notent avec stupéfaction. Le refroidissement s'intensifia particulièrement autour de 1560, inaugurant les phases les plus sévères de ce petit âge glaciaire. Les scientifiques modernes ont identifié 2 périodes de froid extrême qu'ils nomment des minimums solaires. Le minimum de Spörer, qui s'étendit de 1450 à 1540, vit les glaciers alpins progresser inexorablement dans les vallées, détruisant des villages entiers qui existaient depuis des siècles, forçant des communautés à abandonner leurs terres ancestrales. Le minimum de Maunder, de 1645 à 1715, fut encore plus rigoureux, coïncidant avec certains des hivers les plus meurtriers jamais enregistrés en Europe. Ces minimums correspondaient à des périodes de réduction dramatique de l'activité solaire, combinées à des éruptions volcaniques majeures qui projetèrent des particules dans l'atmosphère, bloquant une partie du rayonnement solaire et refroidissant davantage la planète. Le résultat ? Des hivers qui duraient plus longtemps, commençant parfois dès septembre et persistant jusqu'en mai. Des étés plus courts et plus frais qui ne permettaient pas aux cultures de mûrir correctement, des saisons de croissance raccourcies qui ruinaient les récoltes année après année. L'impact sur la vie quotidienne dépassait largement les désagréments que nous associons aujourd'hui au froid. Pour nous, habitants du XXIe siècle, l'hiver signifie enfiler un manteau supplémentaire, monter le chauffage de quelques degrés, peut-être râler contre la facture d'électricité. Pour les médiévaux, l'hiver représentait littéralement la saison de la mort, la période où la faucheuse récoltait sa moisson la plus abondante. La grande famine de 1315 à 1317 illustre parfaitement cette réalité brutale. Déclenchée par des pluies torrentielles qui ruinèrent les récoltes sur pied, aggravée par des hivers d'une sévérité exceptionnelle même pour cette époque glacée, cette famine tua 10 à 25% de la population dans de nombreuses villes et cités d'Europe. Imaginez un quart de votre ville mourant en 2 ans. Les chroniqueurs médiévaux décrivent des scènes absolument terrifiantes. Des parents abandonnant leurs enfants sur les marches des églises, incapables de les nourrir, des cadavres retrouvés gelés sur les routes, morts non de faim mais d'hypothermie, des cas documentés de cannibalisme dans certaines régions désespérées où toutes les sources normales de nourriture s'étaient taries. Ce qui tue dans le froid, c'est l'hypothermie, bien que le terme lui-même ne fût inventé qu'au XXe siècle pour décrire scientifiquement un phénomène que les médiévaux connaissaient tristement bien sans pouvoir le nommer précisément.
Lorsque le corps humain ne peut maintenir sa température interne autour de 37 degrés Celsius, les organes vitaux commencent à dysfonctionner de manière progressive et inexorable. D'abord viennent les frissons incontrôlables, la tentative désespérée du corps de générer de la chaleur par le mouvement musculaire rapide. Puis la confusion mentale s'installe, la victime commençant à prendre des décisions irrationnelles, parfois se déshabillant paradoxalement alors qu'elle gèle. Vient ensuite une somnolence dangereuse, un engourdissement séduisant qui invite au repos éternel. La victime cesse de frissonner, signe paradoxal que la situation empire dramatiquement, car le corps abandonne ses mécanismes de défense, épuisé. Enfin, arrive la perte de conscience et la mort, souvent décrite comme paisible par ceux qui en ont réchappé de justesse, mais en réalité, un processus d'arrêt progressif de toutes les fonctions vitales. Dans une maison médiévale typique pendant une nuit d'hiver rigoureuse, avec des températures intérieures descendant régulièrement en dessous de 10 degrés Celsius, dormir seul sans protection adéquate signifiait littéralement jouer à la roulette russe avec l'hypothermie. La simple équation physique est implacable, aussi inévitable que la gravité. Un corps humain seul, dans un environnement froid, perd sa chaleur plus vite qu'il ne peut en produire par son métabolisme. Plusieurs corps rapprochés créent une zone de chaleur partagée où la perte thermique de chacun est largement compensée par la production collective des autres. Chaque personne supplémentaire dans un lit élevait la température ambiante de cette microzone de plusieurs degrés précieux, parfois la différence entre la vie et la mort. Voilà donc le contexte climatique brutal dans lequel les médiévaux devaient survivre. Un refroidissement généralisé transformant l'Europe en un environnement où l'hiver devenait une épreuve de survie de plusieurs mois, une saison dangereuse que les pauvres redoutaient et que même les riches ne traversaient pas sans perte. Mais le climat ne constituait qu'une partie du problème. Cela nous conduit à la question suivante. Pourquoi les médiévaux ne pouvaient-ils pas simplement chauffer leur maison de manière adéquate? Qu'est-ce qui les rendait si vulnérables au froid alors qu'ils contrôlèrent le feu depuis des millénaires? Bon, tournons-nous maintenant vers les technologies de chauffage médiévales et découvrons pourquoi elles échouaient si lamentablement à protéger les populations du froid mortel. Au cœur de la vulnérabilité médiévale face au froid se trouvait un problème technique fondamental, l'absence complète de moyens vraiment efficaces pour chauffer les espaces intérieurs fermés. Examinons d'abord la solution la plus répandue durant les premiers siècles médiévaux, le foyer central ouvert. Imaginez une maison paysanne typique, une structure d'une seule pièce avec un toit de chaume pentu. Au centre de cet espace, directement sur le sol de terre battue, on disposait un foyer en argile compacté. C'est là que brûlait le feu, jour et nuit quand le combustible le permettait, feu qui servait littéralement à tout, la cuisine de tous les repas, l'éclairage de la maison une fois la nuit tombée, et théoriquement le chauffage. Le problème majeur? La fumée devait bien s'échapper quelque part, et ce quelque part posait un dilemme insoluble. Dans les constructions les plus primitives, elle montait simplement vers le toit de chaume et s'infiltrait à travers les fibres végétales, noircissant progressivement toute la structure intérieure d'une couche épaisse de suie. Des variantes légèrement plus sophistiquées prévoyaient une ouverture délibérée dans le toit, une sorte de puits de lumière permettant à la fumée de s'échapper plus directement. Or, voilà le paradoxe fatal de ce système. Problème que les médiévaux comprenaient parfaitement, mais ne pouvaient résoudre. Tout ce qui permettait à la fumée de sortir permettait également, inévitablement, à la chaleur de s'enfuir avec elle. Les plafonds élevés, nécessaires pour que la fumée s'accumule loin des zones habitées au niveau du sol, créaient un énorme volume d'air qu'il fallait chauffer, volume bien supérieur aux besoins réels des occupants. La chaleur monte naturellement par convection. Donc, la majeure partie de l'énergie thermique précieusement générée par le feu filait directement vers le haut et s'échappait joyeusement par l'ouverture du toit, réchauffant les nuages plutôt que les humains.
L'air relativement clair et respirable ne se trouvait que près du sol, là où les habitants passaient leur journée accroupis ou assis, mais c'était aussi paradoxalement la zone la plus froide de la maison. Pour aggraver considérablement les choses, la nuit venue, on couvrait systématiquement le foyer avec des dalles d'argile ou de pierre pour prévenir les incendies accidentels pendant que tout le monde dormait, pratique de sécurité absolument essentielle dans des maisons construites de matériaux hautement inflammables. Cette précaution vitale réduisait cependant drastiquement la production de chaleur au moment précis où elle était le plus désespérément nécessaire, créant un cercle vicieux. Résultat net de tous ces facteurs. Une maison médiévale typique avec foyer central perdait probablement 80 à 90% de la chaleur générée par son feu, gaspillage énergétique qui horrifierait nos ingénieurs modernes. Tournons nos regards vers les châteaux de pierre, où l'on pourrait naïvement imaginer que la richesse procurait davantage de confort. En réalité, chauffer un château médiéval relevait d'un défi technique encore plus ardu, presque insurmontable, que chauffer une chaumière paysanne. Les murs de pierre massifs, parfois épais de plusieurs mètres pour des raisons défensives évidentes, les plafonds voûtés atteignant des hauteurs vertigineuses pour impressionner les visiteurs et afficher le statut du seigneur. Les immenses salles ouvertes nécessaires aux fonctions représentatives de la noblesse, tout cela créait des volumes absolument impossibles à chauffer efficacement avec la technologie médiévale. Les cheminées véritables, avec leurs conduits de maçonnerie verticaux, apparurent dans les châteaux de pierre vers le XIIe siècle, représentant une amélioration technique significative par rapport au simple foyer ouvert. Contrairement au foyer central, la cheminée dirigeait la fumée vers l'extérieur à travers un conduit dédié, permettant théoriquement de conserver davantage de chaleur dans la pièce elle-même. Mais même avec des cheminées dans plusieurs pièces, seules quelques chambres privilégiées d'un château pouvaient être maintenues à une température qualifiée dans les chroniques de « raisonnablement confortable », euphémisme médiéval pour désigner à peine tolérable pour des gens endurcis. Le reste du château, la vaste majorité de ces espaces, demeurait glacial, aussi froid dedans que dehors, lors des pires journées d'hiver. Les chroniques nobiliaires regorgent de plaintes amères sur le froid insupportable, les doigts engourdis rendant difficile la tenue d'une plume pour écrire, le vin gelant dans les coupes lors de banquets hivernaux, phénomène à la fois embarrassant pour l'hôte et démonstratif de la température réelle. La pierre elle-même posait un problème physique insoluble. Excellent matériau défensif capable d'arrêter flèches et boulets, la pierre constitue un médiocre, voire désastreux isolant thermique. Elle conduit remarquablement bien la chaleur, propriété utile pour certaines applications, mais catastrophique pour le chauffage, ce qui signifie que la chaleur rayonnée par un feu dans une salle de château était littéralement aspirée à travers les murs épais vers l'extérieur glacé. Processus continu et implacable. Chauffer un château de pierre équivalait à essayer de remplir un tonneau percé de dizaines de trous béants. Peu importe la quantité astronomique de bois que vous brûliez, déforestant progressivement les environs, la chaleur s'échappait presque aussi vite qu'elle était produite. Combat perdu d'avance contre les lois de la thermodynamique. La noblesse, malgré ses ressources considérables, ses forêts privées fournissant du bois en abondance, ses armées de serviteurs pour alimenter les feux, souffrait donc du froid de manière chronique. Si les riches gelaient dans leurs forteresses de pierre malgré tous leurs avantages, que dire alors des paysans démunis? Dans les campagnes, la situation était encore plus désespérée, frôlant parfois l'inhabitabilité pure et simple. Durant les XIVe et XVe siècles, de nombreuses chaumières paysannes ne possédaient absolument aucune cheminée. Aucune. Le feu brûlait dans un coin ou au centre de l'unique pièce, sur un simple foyer d'argile compacté directement sur le sol. La fumée dérivait vers le haut et s'échappait comme elle pouvait à travers le chaume du toit,
ou par les interstices entre le mur et la toiture, trajet chaotique et inefficace. Les intérieurs de ces maisons se noircissaient complètement de suie au fil des ans, tout prenant une teinte noire lustrée. Les poutres, les murs de torchis, les rares ustensiles, même la peau des occupants qui vivaient dans cette atmosphère enfumée. Respirer cet air chargé de fumée causait des problèmes pulmonaires chroniques, toux persistante, essoufflement, maladies respiratoires qui tuaient beaucoup avant l'âge. Mais la fumée persistante n'était pas la seule conséquence tragique de ce système primitif. Il ne produisait tout simplement pas assez de chaleur pour maintenir une température viable durant les longues nuits glaciales d'hiver. Les cheminées véritables, celles avec de vrais conduits de maçonnerie, commencèrent à apparaître dans les châteaux au XIIe siècle, puis se diffusèrent très progressivement vers les classes inférieures au fil des siècles suivants. Mais cette diffusion fut d'une lenteur frustrante pour ceux qui attendaient. À la fin du Moyen Âge, seule une petite minorité de paysans bénéficiait de cheminées vraiment adéquates. Le coût de construction était prohibitif pour des gens qui vivaient souvent au bord de la subsistance, nécessitant des maçons qualifiés qu'il fallait payer en argent sonnant et des quantités considérables de pierres taillées ou de briques cuites, matériaux coûteux. Le fossé technologique entre l'élite et les masses restait donc énorme, et même lorsque les paysans obtenaient finalement des cheminées, généralement vers le XVIe ou XVIIe siècle, celles-ci demeuraient relativement inefficaces selon les standards modernes, perdant encore la majorité de leur chaleur. Mais une innovation fascinante mérite notre attention particulière, car elle démontre l'ingéniosité dont les médiévaux étaient capables. L'hypocauste à stockage thermique, développé dans certains monastères médiévaux d'Europe du Nord. Les Romains avaient inventé le système d'hypocauste original, un chauffage sophistiqué par le sol, où l'air chaud provenant d'un four circulait sous un plancher surélevé, chauffant uniformément les pièces au-dessus. Ce système remarquable avait largement disparu après la chute de l'Empire romain d'Occident, le savoir-faire se perdant dans le chaos des invasions. Mais il survécut et évolua dans certaines régions d'Europe du Nord, particulièrement autour de la Baltique. Au XIVe siècle, des moines ingénieux développèrent une variante révolutionnaire adaptée au climat nordique, l'hypocauste à stockage thermique. Le principe ingénieux? On empilait d'énormes pierres de granit, certaines pesant plusieurs dizaines de kilos, sur une voûte de four spécialement construite. Lorsqu'on allumait un feu intense dans ce four, brûlant pendant plusieurs heures, ces pierres accumulaient des quantités véritablement massives de chaleur, leur masse thermique servant de batterie. Une fois le feu éteint et les cendres retirées, les pierres continuaient de rayonner cette chaleur stockée pendant des jours entiers. Un seul feu bien alimenté pouvait maintenir une pièce au chaud pendant 3 à 4 jours complets. Performance absolument stupéfiante pour l'époque, qui aurait semblé de la magie pure à quelqu'un habitué aux foyers ouverts. Ce système utilisait la convection plutôt que le rayonnement direct romain, distribuant la chaleur de manière plus uniforme et contrôlable. Vers la fin du XVe siècle, on comptait entre 800 et 1000 hypocaustes à stockage thermique fonctionnel autour de la mer Baltique. On les trouvait dans les monastères, bien sûr, ces centres d'innovation technique, mais aussi dans les châteaux des seigneurs éclairés, les hôtels de ville des cités prospères, les guildes de marchands, les hôpitaux charitables. Mais voilà la tragédie. Cette technologie sophistiquée et remarquablement efficace restait totalement inaccessible aux paysans qui en auraient eu le plus désespérément besoin. Le coût de construction était astronomique, nécessitant maçons experts, tonnes de pierres spécifiques et un savoir-faire que seuls quelques artisans possédaient. Face à toutes ces technologies inadéquates ou inaccessibles, les médiévaux ordinaires ne pouvaient finalement compter que sur une seule ressource universellement disponible pour survivre aux nuits d'hiver, la chaleur de leurs propres corps humains.
Mais avant d'examiner comment ils utilisaient optimalement cette ressource biologique, regardons d'abord les structures physiques qui les abritaient et qui aggravaient ou atténuaient le problème du froid. Les habitations médiévales, qu'elles soient modestes ou somptueuses, offraient une protection dérisoire contre le froid mordant de l'hiver. Commençons par examiner la construction paysanne typique, celle où vivait l'écrasante majorité de la population. Le torchis, technique millénaire mais imparfaite. Cette méthode utilisait un treillis de bois tressé, généralement du noisetier flexible ou du saule, enduit des deux côtés d'un mélange de boue, d'argile locale, de sable et de paille hachée, le tout renforcé avec du crin animal récupéré lors des tondaisons et du fumier qui servait de liant organique. Paradoxalement, et c'est un fait surprenant, le torchis offrait une meilleure isolation thermique que la brique cuite. Les innombrables petites cavités créées dans le treillis tressé piégeaient des bulles d'air, créant une isolation passive similaire dans le principe aux isolants modernes. Mais même cette isolation relativement bonne pour l'époque restait dramatiquement inadéquate face aux rigueurs implacables du petit âge glaciaire. Les toits de chaume, faits de bottes de paille de seigle ou de roseaux des marais liés sur des chevrons de bois, offraient une isolation raisonnable lorsqu'ils étaient épais, bien tassés et correctement entretenus, créant une couche isolante de parfois 30 à 40 cm d'épaisseur. Mais voilà le problème. Ils se dégradaient rapidement sous l'effet de la pluie, du vent, du gel et dégel répétés, créant des fuites multiples qui laissèrent passer non seulement la pluie désagréable, mais aussi le vent glacial qui annulait toute isolation. Refaire un toit de chaume coûtait cher en matériaux et en travail, donc les paysans pauvres vivaient souvent avec des toits partiellement dégradés. Le problème le plus critique pour l'isolation concernait cependant les fenêtres. Les vitres en verre coûtaient extrêmement cher, réservées exclusivement à la haute noblesse pour leurs châteaux et aux cathédrales pour leurs vitraux prestigieux. Les paysans et la plupart des citadins ordinaires scellaient leurs rares fenêtres avec du papier huilé translucide dans le meilleur des cas, des volets de bois qu'il fallait fermer complètement pour bloquer le froid en perdant toute lumière, ou simplement rien du tout dans les cas les plus pauvres, laissant des ouvertures béantes. Les courants d'air incessants sifflant à travers les murs de torchis imparfaitement joints rendaient absolument impossible le maintien de la moindre chaleur à l'intérieur. Le sol posait un problème physique majeur et constant. Les maisons paysannes avaient presque universellement des sols en simple terre battue, surface dure créée en compactant la terre avec des outils et les pieds des occupants sur des mois et des années. Cette terre battue, gelée à cœur durant l'hiver, aspirait littéralement la chaleur des corps par conduction directe, fonctionnant comme un dissipateur thermique massif connecté à l'immensité gelée du sol terrestre. Dormir directement sur un tel sol gelé équivalait physiquement à se coucher sur de la glace, hypothermie garantie en quelques heures. Les médiévaux comprenaient ce danger mortel même sans connaître les lois de la thermodynamique, et ils surélevaient systématiquement leurs lits sur des plateformes en bois ou sur des pieds, créant un espace d'air isolant de quelques dizaines de centimètres entre le dormeur et le sol fatal. Des jupes de lit, lourdes étoffes de laine pendant jusqu'au sol, aidaient à bloquer les courants d'air rampants. Mais même surélevés et protégés, le froid rayonnant implacablement du sol gelé infiltrait tout, montant comme un brouillard invisible et glacé. Faisons un calcul approximatif pour bien visualiser concrètement l'ampleur du problème thermique. Une maison paysanne typique de 6 mètres sur 5, avec un plafond de 3 mètres, dimension standard, contenait un volume d'environ 90 mètres cubes d'air qu'il fallait théoriquement chauffer. Avec les mauvaises valeurs d'isolation médiévale, les fuites constantes par tous les joints et un feu de taille modeste brûlant du bois de qualité variable souvent humide,
Maintenir l'intérieur même 5 degrés au-dessus de la température extérieure exigeait un effort constant, brûlant du bois sans interruption. Par une nuit hivernale typique où l'extérieur descendait à moins 10 degrés Celsius, température courante durant le petit âge glaciaire, l'intérieur de cette maison mal isolée, même avec un feu actif et bien alimenté, peinait à atteindre 0 degré. Maintenant, couvrez ce feu pour la nuit comme l'exigeait la sécurité, et la température intérieure plongeait rapidement vers les températures extérieures mortelles, perdant peut-être 1 degré par heure. Dans ces conditions physiques impitoyables, maintenir seule une température corporelle de 37 degrés devenait une bataille perdue d'avance. Il fallait une innovation radicale, une solution qui transformerait les contraintes physiques à l'avantage des occupants. Cette innovation existait. Le lit clos. Au cœur même des stratégies de survie thermique médiévales se trouvait une invention remarquable qui transformait les principes implacables de la physique thermique en salut nocturne. Le lit clos, connu aussi sous les noms évocateurs de lit-armoire, lit-coffre, ou en Bretagne, où il atteignit son apogée artistique et fonctionnel, le lit à la française. Cette structure de bois ingénieuse représentait peut-être la technologie de survie la plus sophistiquée accessible aux classes non nobles du Moyen Âge, combinant ingénierie thermique, menuiserie et compréhension intuitive de la physique. Regardons de plus près comment cette innovation fonctionnait et pourquoi elle se répandit progressivement à travers l'Europe. Les origines exactes du lit clos se perdent dans la nuit des temps préhistoriques. Certains chercheurs ont suggéré des antécédents remontant jusqu'à 2600 avant notre ère, à l'époque de la construction de Stonehenge, bien que les preuves archéologiques directes pour les périodes aussi anciennes restent fragmentaires et débattues. Ce qui est certain historiquement, c'est que durant la période médiévale, particulièrement du 5e au 15e siècle, le lit clos connut son véritable âge d'or. La pratique semble avoir atteint sa forme la plus élaborée et artistiquement sophistiquée dans la Bretagne médiévale tardive, d'où elle rayonna vers d'autres régions d'Europe, portée par les échanges commerciaux et les mariages dynastiques. L'aspect le plus remarquablement démocratique de cette technologie, elle était utilisée par toutes les classes sociales, sans exception. Bien sûr, la qualité de construction et les ornements sculptés variaient dramatiquement selon la richesse du propriétaire. Un paysan possédant un coffre simple et fonctionnel, tandis qu'un riche marchand exhibait des panneaux finement sculptés de scènes bibliques ou mythologiques, mais le principe de base, l'idée fondamentale d'enfermer le dormeur dans une boîte de bois fermée, s'appliquait universellement du plus humble paysan au marchand le plus prospère. Décrivons précisément la construction typique d'un lit clos pour bien visualiser cette structure. Imaginez un grand meuble de bois massif, ressemblant extérieurement à une armoire monumentale. La structure était fermée sur 3 côtés et sur le dessus par des panneaux de bois solidement assemblés par des menuisiers habiles, créant une boîte presque hermétique. Un seul côté restait ouvert, permettant l'accès aux occupants. Cette ouverture était généralement couverte par des rideaux épais de laine feutrés dans les versions les plus simples, ou par des portes coulissantes ou battantes en bois dans les versions plus sophistiquées, ces portes souvent percées de quelques trous de ventilation pour éviter l'asphyxie. La base du lit était systématiquement surélevée d'environ 50 cm à 1 mètre du sol, accessible par un petit banc-marche ou des marches intégrées, et l'espace en dessous servait de rangement précieux pour les coffres contenant les maigres possessions de la famille. Un avantage pratique non négligeable dans des maisons où chaque centimètre carré comptait et où l'espace de stockage était rare. Les dimensions intérieures typiques mesuraient environ 1,60 m à 1,70 m de longueur, dimension qui nous paraît étonnamment courte, presque comiquement inadéquate, mais qui s'explique rationnellement de 2 façons. Premièrement, les médiévaux avaient en moyenne une stature corporelle plus petite que les humains modernes, résultat d'une nutrition souvent déficiente, et surtout, ils dormaient habituellement en position semi-assise,
appuyé sur 3 ou 4 oreillers empilés. Cette position semi-assise découlait en partie d'une superstition médiévale profondément ancrée. S'allonger complètement à l'horizontale était la position des morts sur leur lit funéraire. Donc, dormir ainsi portait malheur et invitait la mort. Or, voilà que nous touchons ici au cœur même de la physique thermique qui rendait le lit clos si remarquablement efficace. En créant un espace clos de petit volume, environ 2 à 3 mètres cubes seulement, le lit transformait la chaleur corporelle naturelle des dormeurs en un véritable système de chauffage étonnamment performant. Un corps humain adulte au repos, même endormi et métaboliquement ralenti, produit environ 100 watts de chaleur continue, exactement équivalent à une ampoule incandescente de bonne taille, brûlant sans arrêt. Dans une pièce ouverte au volume généreux, cette chaleur précieuse se dissipe rapidement par convection dans le volume d'air environnant et s'échappe ensuite à travers les murs mal isolés, perdus à jamais. Mais enfermer ce même corps dans un espace clos de seulement 2 mètres cubes bloquait efficacement les courants d'air mortels avec des rideaux épais ou des portes bien ajustées, et cette même production thermique de 100 watts peut élever considérablement la température de ce micro-environnement protégé. Ajoutez 2 ou 3 personnes dans un lit clos, configuration familiale standard, et vous obtenez soudainement 200 à 300 watts de production thermique continue et gratuite, un véritable poêle biologique. Cette chaleur collective reste piégée dans le petit volume, incapable de s'échapper, élevant progressivement la température interne jusqu'à atteindre un équilibre viable. Les rideaux de laine ou les portes de bois créaient un joint relativement étanche contre les courants d'air, barrière cruciale. La respiration même des dormeurs augmentait aussi l'humidité de l'air dans ce petit volume, et cet air humide retenait mieux la chaleur que l'air sec, effet physique bénéfique. Le bois lui-même des panneaux isolait partiellement contre le froid extérieur, bien meilleur isolant que la pierre. Le résultat final de tous ces facteurs combinés, une bulle thermique protectrice où la survie devenait non seulement possible, mais relativement confortable, même quand la pièce extérieure au lit descendait dangereusement près du gel. Le lit clos offrait aussi une protection non négligeable contre de multiples dangers physiques nocturnes. Les portes ou rideaux pouvaient être verrouillés ou attachés fermement de l'intérieur, créant une barrière protectrice contre les intrus humains mal intentionnés ou même les animaux. Dans les régions où les loups constituaient une menace réelle et terrifiante, capacité que nous explorerons bientôt, cette sécurité supplémentaire était vitale, potentiellement la différence entre la vie et la mort lors d'une attaque nocturne. Combinant brillamment défense thermique et protection physique dans une seule structure multifonctionnelle, le lit clos incarnait parfaitement l'ingéniosité pragmatique médiévale face à un environnement naturel et social impitoyable. Examinons maintenant plus scientifiquement la physique précise derrière le partage de chaleur corporelle, mécanisme qui sous-tend toute la pratique du sommeil communautaire. Le corps humain génère continuellement de la chaleur par le métabolisme, processus biochimique fondamental. Même au repos complet, profondément endormis, nos milliards de cellules brûlent constamment des calories provenant de la nourriture, produisant de l'énergie chimique dont une grande partie se dissipe inévitablement sous forme d'énergie thermique, notre chaleur corporelle. Cette production thermique d'environ 100 watts pour un adulte au repos doit continuellement compenser les pertes constantes et inévitables vers l'environnement extérieur plus froid. Le corps perd de la chaleur par 4 mécanismes physiques distincts et simultanés. La conduction, c'est-à-dire le contact physique direct avec des surfaces froides qui aspirent notre chaleur. La convection, l'air froid circulant constamment sur notre peau nue et emportant notre chaleur. Le rayonnement infrarouge, notre corps émettant continuellement des radiations thermiques invisibles dans l'espace environnant. Et enfin, l'évaporation, la transpiration et la respiration humide
qui consomment de l'énergie pour transformer l'eau liquide en vapeur. Dans un environnement froid, ces 4 mécanismes implacables aspirent la chaleur corporelle plus vite que le corps ne peut en produire par son métabolisme limité. La température corporelle centrale commence alors à chuter inexorablement. Les frissons commencent rapidement. Tentative désespérée et automatique de générer davantage de chaleur par le mouvement musculaire rapide et involontaire, mécanisme qui peut temporairement tripler la production thermique. Mais les frissons violents consomment énormément d'énergie métabolique, brûlant rapidement les réserves de glucose et de graisse. Une fois ces réserves épuisées, ce qui arrive après quelques heures selon les réserves de l'individu, l'hypothermie s'installe inexorablement, processus mortel que rien ne peut alors arrêter sans réchauffement externe. Le partage stratégique de chaleur corporelle combat efficacement ces pertes thermiques mortelles par plusieurs mécanismes synergiques. 2 corps couchés côte à côte, se touchant sur toute leur longueur, réduisent dramatiquement la surface totale exposée à l'air froid ambiant. La zone de contact intime entre les 2 corps, représentant peut-être un tiers de la surface corporelle de chaque personne, ne perd presque aucune chaleur, puisqu'elle est en contact avec une autre surface chaude à 37 degrés. Chaque personne bénéficie directement de la production thermique continue de l'autre par conduction à travers cette zone de contact. L'air mince piégé entre et immédiatement autour des corps se réchauffe rapidement, créant une couche isolante d'air chaud, barrière contre le froid extérieur. Ajoutez maintenant une couverture commune, couverture de laine lourde piégeant cet air chaud précieux, et l'effet isolant se multiplie dramatiquement. Avec 3 ou 4 personnes serrées ensemble, configuration familiale médiévale standard, l'effet protecteur se multiplie encore. La chaleur collective substantielle de 300 à 400 watts combinée peut élever la température sous les couvertures partagées de 10 à 15 degrés Celsius au-dessus de la température ambiante glaciale de la pièce, différence absolument cruciale pour la survie. Les enfants, particulièrement les jeunes enfants et les bébés, bénéficiaient tout spécialement de ce partage thermique vital. Leur rapport surface corporelle sur volume beaucoup plus élevé que celui des adultes signifie physiquement qu'ils perdent leur chaleur proportionnellement bien plus vite, risquant l'hypothermie mortelle bien avant un adulte dans les mêmes conditions. Placés stratégiquement entre ou contre des adultes robustes aux masses thermiques substantielles, ils profitaient directement de ces réservoirs de chaleur qui les maintenaient en vie. Les positions précises et stratégiques de chacun dans le lit familial reflétaient cette compréhension intuitive mais précise des besoins thermiques différenciés. Les plus jeunes et les plus vulnérables dormaient toujours près du centre thermique, bien entourés et protégés par les plus robustes placés en périphérie comme des boucliers thermiques vivants. Cette science thermique était comprise parfaitement de manière intuitive et pratique, transmise oralement. Les médiévaux ne connaissaient évidemment pas les watts, les joules ou les équations complexes de la thermodynamique moderne, concept qui n'apparaîtrait que des siècles plus tard. Mais des millénaires d'expérience humaine accumulées leur avaient enseigné empiriquement, au prix de nombreuses vies perdues, que dormir ensemble signifiait survivre, tandis que dormir séparés signifiait mourir. Chaque génération transmettait fidèlement à la suivante ces arrangements spatiaux optimaux comme un savoir de survie absolument essentiel, aussi crucial et sacré que savoir faire du feu ou trouver de l'eau potable. Les familles qui, pour quelque raison que ce soit, dormaient séparées, ne survivaient tout simplement pas assez longtemps pour transmettre leurs gènes et leurs pratiques aberrantes. La sélection naturelle impitoyable favorisait inexorablement ceux qui comprenaient instinctivement le pouvoir salvateur du partage thermique collectif. Au-delà de la simple survie thermique, le sommeil communautaire offrait aussi une protection cruciale et souvent vitale contre de multiples dangers nocturnes qui hantaient le monde médiéval. La nuit médiévale était véritablement périlleuse,
bien plus que nos nuits modernes ultra sécurisées. L'obscurité était totale et absolue en l'absence complète d'éclairage public, transformant chaque ombre en menace potentielle indistincte. Les dangers variaient considérablement des bandits et voleurs professionnels aux prédateurs animaux sauvages, des incendies dévastateurs aux raids militaires surprises. Commençons par la menace qui hantait particulièrement l'imaginaire collectif médiéval, alimentant cauchemars et légendes. Les loups. Ces prédateurs redoutables peuplaient abondamment toutes les forêts européennes tout au long du Moyen Âge. Contrairement à nos loups modernes devenus timides après des siècles de persécution et évitant généralement prudemment les humains, les loups médiévaux, habitués macabrement à se nourrir régulièrement sur les champs de bataille, jonchés de cadavres, et dans les charniers périurbains, montraient bien moins de réticence naturelle à s'approcher dangereusement des habitations humaines. Les chroniques médiévales regorgent littéralement de récits absolument terrifiants. À Paris, des loups affamés se rassemblaient régulièrement en meute autour des douves protectrices de la ville, attendant patiemment l'occasion de s'attaquer aux imprudents qui s'aventuraient hors des murs après le crépuscule. Certains documents contemporains attestent même de loups particulièrement audacieux, brisant physiquement les murs fragiles de torchis des chaumières isolées pour s'emparer violemment d'enfants endormis. En 1271, en Franconie, une meute exceptionnellement grande de loups enragés par la maladie tua 30 personnes terrifiées avant d'être finalement éliminées par des chasseurs organisés, incident suffisamment extraordinaire pour être noté dans plusieurs chroniques. Les loups attaquaient particulièrement durant les longues nuits d'hiver, quand leur proie naturelle se faisait rare. Une famille dormant ensemble dans un lit ou une pièce commune pouvait se défendre mutuellement de manière coordonnée, les adultes se réveillant rapidement au moindre bruit suspect pour protéger activement les enfants vulnérables. Le nombre même offrait une dissuasion psychologique importante. Un loup, ou même une petite meute, hésitait naturellement à attaquer un groupe compact de 5 ou 6 humains alertes, brandissant des armes improvisées. Mais une personne isolée, profondément endormie, vulnérable et sans défense, cible facile et tentante. Les lits clos avec leurs portes ou rideaux solidement verrouillables de l'intérieur offraient une protection supplémentaire rassurante. Si un loup particulièrement audacieux brisait un mur extérieur fragile, la famille terrorisée pouvait rapidement se barricader dans leur forteresse de bois, attendant l'aube salvatrice. Les menaces humaines étaient statistiquement tout aussi réelles et fréquentes. Bandits professionnels et voleurs opportunistes opéraient préférentiellement la nuit protectrice. Les maisons isolées à l'écart des villages constituaient des cibles privilégiées et tentantes. Une famille nombreuse dormant ensemble dans une même pièce pouvait donner l'alarme très rapidement au moindre bruit anormal. Les multiples adultes présents pouvaient physiquement repousser ou intimider des intrus souvent peu nombreux. Dans les grands châteaux, la grande salle littéralement remplie de dizaines de corps dormants offrait une sécurité collective impressionnante. Un intrus mal intentionné ne pouvait physiquement traverser la vaste salle jonchée de dormeurs sans inévitablement réveiller quelqu'un qui donnerait l'alarme bruyante. Les incendies représentaient un danger omniprésent et absolument terrifiant. Avec des feux ouverts, brûlant constamment, des torches résineuses, des chandelles de suif instables et des constructions entières faites de matériaux hautement inflammables comme le bois sec et le chaume. Les maisons et même des quartiers entiers de villes s'enflammaient avec une régularité tragique. Dormir en groupe rapproché signifiait vitalement que si une personne sentait la fumée âcre ou apercevait les premières lueurs oranges des flammes, elle pouvait immédiatement réveiller tous les autres dormeurs. Les quelques minutes précieuses ainsi gagnées faisaient souvent la différence cruciale entre une fuite réussie et une mort horrible par asphyxie ou brûlure.
Dans ce contexte médiéval de dangers multiples et constants, dormir complètement seul équivalait littéralement à un suicide lent. La sécurité en nombre n'était absolument pas un luxe agréable, mais une stricte nécessité de survie quotidienne et nocturne. Bien que toutes les classes sociales, sans exception, pratiquaient le sommeil communautaire par nécessité, le confort matériel variait radicalement selon la position dans la hiérarchie sociale rigide. La noblesse privilégiée dormait dans des lits élaborés et artistiques à baldaquin avec des matelas moelleux de plumes d'oie. Les meilleurs lits nobles comportaient des matelas de toile épaisse remplis de laine cardée ou de paille propre, surmontés luxueusement de matelas supplémentaires de plumes douces. Des rideaux épais de velours ou de tapisserie procuraient à la fois chaleur appréciable et une relative intimité. Mais même les nobles les plus riches partageaient leurs espaces de sommeil. Dans les premiers châteaux médiévaux, ils dormaient communautairement dans la grande salle avec toutes leurs maisonnées, séparées uniquement par un rideau symbolique. Plus tard, vers les XIIIe et XIVe siècles, ils obtinrent enfin des chambres privées dédiées, mais partageaient toujours ces espaces avec serviteurs personnels et suivants fidèles qui dormaient sur des paillasses au pied du lit seigneurial. La classe moyenne urbaine émergente, composée de marchands prospères et d'artisans maîtres, possédait des lits solides, en bois, avec des matelas remplis de laine de qualité ou de bourre textile. Ils possédaient des draps de lin et plusieurs oreillers. La qualité restait nettement inférieure à la noblesse, mais procurait un confort très décent. Ils pratiquaient aussi systématiquement le partage avec leurs familles étendues et accueillaient les invités de passage dans leurs lits. Les lits clos étaient particulièrement populaires dans cette classe, offrant l'intimité prisée et la chaleur efficace. Les paysans, formant l'écrasante majorité de la population, dormaient sur de simples matelas de paille posés directement sur le sol de terre battue ou sur des bancs de bois rudimentaires. Nattes tressées minces de jonc ou de paille. Matelas grossiers bourrés de laine de mouton de qualité inférieure, de foin sec ou même de mousse forestière récoltée. Sacs de toile remplis de paille dans une deuxième pièce si la famille était assez fortunée pour posséder une maison à 2 pièces. Un banc de bois équipé d'un matelas de paille pour accueillir toute la famille nombreuse serrée. Les serviteurs agricoles dormaient sur de simples nattes de paille disposées à proximité. Le confort était minimal, spartiate, mais la stratégie thermique fondamentale du partage de chaleur restait rigoureusement identique à celle de la noblesse. Le sommeil communautaire et le partage de chaleur corporelle ne constituaient que 2 éléments, certes majeurs, d'un arsenal plus large de stratégies de survie hivernale. Les chauffe-lits étaient absolument cruciaux pour la survie nocturne. Avant le coucher rituel, on plaçait soigneusement des pierres préalablement chauffées près du feu sous les couvertures. Des bassins métalliques spéciaux munis de longs manches et remplis de braises rouges du feu réchauffaient méthodiquement le lit froid. Les chanceux entraient ainsi dans un lit agréablement préchauffé. Cette chaleur stockée se dissipait progressivement durant la longue nuit, mais offrait un confort initial, crucial, facilitant grandement l'endormissement. Les vêtements de nuit spécifiques protégeaient aussi. Les sous-vêtements en lin respiraient naturellement et se lavaient relativement facilement. Les longues chemises de nuit protégeaient les draps coûteux de la saleté corporelle. Beaucoup de gens dormaient simplement dans leurs chemises de jour. Les bonnets de nuit en lin offraient une chaleur supplémentaire vitale. La tête humaine perd proportionnellement énormément de chaleur. Donc, couvrir la tête aidait très significativement à maintenir la température corporelle globale. Des portraits aristocratiques européens suggèrent que certains nobles dormaient parfois complètement nus, à l'exception du bonnet. Configuration curieuse. Vers la fin du XVe siècle,
des vêtements de nuit spécifiquement dédiés au sommeil commencèrent à émerger comme nouveautés. Les animaux domestiques servaient directement de source de chaleur biologique appréciée. Le bétail restait systématiquement dans des granges proches de l'habitation, ou même directement attachés architecturalement. Certains paysans particulièrement pauvres amenaient délibérément de petits animaux directement à l'intérieur pour la nuit. Poules, chèvres naines. Les longues maisons traditionnelles islandaises avaient même l'étable creusée directement sous les quartiers d'habitation humains. Cette configuration ingénieuse servait deux objectifs. Les animaux évitaient de geler mortellement. ET fournissait généreusement de la chaleur corporelle substantielle qui montait par le plancher. Plus efficace thermiquement de chauffer un seul grand bâtiment que deux structures séparées. Le sommeil communautaire médiéval avait cependant un coût caché et tragique, totalement invisible aux contemporains. La transmission dramatiquement accélérée des maladies infectieuses contagieuses. Les anciens textes médicaux indiens de Sushruta, rédigés plusieurs siècles avant le Moyen Âge européen, identifiaient déjà explicitement le fait de dormir ensemble comme l'une des voies majeures de transmission des maladies. Ces textes remarquables énuméraient 6 modes de propagation. L'union sexuelle, le contact physique direct, le fait de manger ensemble, le fait de dormir ensemble, le fait de s'asseoir ensemble et le partage de vêtements. Cette reconnaissance pré-scientifique impressionnante de la contagion démontrait une remarquable observation empirique accumulée. Mais malheureusement, cette connaissance précieuse ne circulait pratiquement pas dans l'Europe médiévale isolée. Le paysage médiéval des maladies infectieuses était absolument terrifiant. Lèpre défigurante, peste bubonique dévastatrice, variole marquante, tuberculose pulmonaire mortelle, toutes hautement prévalentes. Gale prurigineuse, érysipèle inflammatoire, anthrax cutané, trachome aveuglant, suette anglaise mystérieuse, chorée convulsive. La tuberculose particulièrement, hautement contagieuse et pratiquement impossible à traiter efficacement avant les antibiotiques modernes, augmenta progressivement et inexorablement durant tout le Moyen Âge et la Renaissance, culminant tragiquement au XVIIIe et XIXe siècle, où elle tuait un quart de tous les adultes européens. Elle se transmet principalement par l'air, quand les personnes infectées toussent, crachent ou même simplement parlent, projetant des gouttelettes chargées de bacilles. Partager intimement un lit fermé toute la nuit avec un malade tuberculeux actif rendait l'infection des compagnons de lit presque absolument garantie. Les auberges médiévales fonctionnaient involontairement comme de véritables incubateurs ambulants de maladies. Des voyageurs provenant de régions géographiquement diverses, portant innocemment des pathogènes locaux spécifiques auxquels d'autres populations n'étaient absolument pas immunisées, se mélangeaient intimement dans des lits étroitement partagés, dans des espaces confinés très mal ventilés. Un marchand flamand incubant silencieusement la rougeole à Bruges partageait son lit avec un pèlerin italien se rendant pieusement à Rome, qui ensuite partageait son lit avec un chevalier espagnol voyageant vers Compostelle. Les maladies infectieuses circulaient ainsi efficacement le long des grandes routes commerciales et de pèlerinage, se propageant méthodiquement de ville en ville, de région en région, portées involontairement par des voyageurs qui partageaient leur sommeil et leurs microbes avec des dizaines d'étrangers au cours de leur long périple. Les grandes épidémies dévastatrices suivaient invariablement ces mêmes routes, leur progression cartographiée précisément. L'ironie tragique est absolument déchirante. En optimisant intelligemment leur survie face à une menace immédiate et visible, le froid mortel, les médiévaux aggravaient dramatiquement sans le savoir une autre menace invisible et insidieuse, les maladies infectieuses contagieuses. Compromis invisible et cruel, prix terrible payé sans aucune conscience. Nous, avec notre compréhension microbiologique sophistiquée, voyons rétrospectivement très clairement le danger mortel.
eux ne le voyaient absolument pas et ne pouvaient matériellement pas le voir. Les bactéries microscopiques et les virus encore plus petits restaient totalement invisibles jusqu'à l'invention révolutionnaire du microscope au XVIIe siècle. La théorie microbienne moderne de la maladie ne fut développée scientifiquement et universellement acceptée qu'au XIXe siècle, après les travaux de Pasteur. Pendant des millénaires entiers, l'humanité souffrante vivait dans l'ignorance complète et tragique des agents pathogènes microscopiques qui la décimaient génération après génération. Aucune pratique sociale millénaire profondément ancrée ne disparaît brusquement du jour au lendemain. Le déclin progressif du sommeil communautaire fut un processus graduel et inégal s'étalant sur plusieurs siècles, résultant de la convergence lente de multiples facteurs technologiques, économiques, culturels et même climatiques qui se renforçaient mutuellement. L'amélioration progressive et substantielle des standards de vie matériels constitua le facteur sous-jacent le plus fondamentalement important. À partir des XVIIe et surtout XVIIIe siècles, une prospérité économique croissante et mesurable se diffusa progressivement bien au-delà de l'élite nobiliaire traditionnelle. La classe marchande urbaine se développa numériquement et s'enrichit substantiellement. Les artisans qualifiés prospérèrent dans les villes manufacturières. Cette richesse nouvelle permit des investissements importants dans l'amélioration substantielle du logement. Les maisons furent construites délibérément plus grandes, avec significativement plus de pièces séparées. L'innovation architecturale majeure de chambres, spécifiquement dédiées au sommeil, situées à l'étage supérieur, séparées physiquement des espaces de vie et de travail du rez-de-chaussée, devint progressivement le standard accepté pour la classe moyenne émergente. Posséder une pièce entière dont l'unique fonction spécialisée était le sommeil représentait un luxe autrefois strictement réservé à la haute noblesse, maintenant accessible aux marchands prospères, aux maîtres artisans, aux professions libérales émergentes comme notaires et médecins. Simultanément, les technologies de chauffage domestique s'améliorèrent substantiellement et se diffusèrent socialement. Les cheminées véritables, avec conduits maçonnés, devinrent enfin standards même dans les maisons relativement modestes. Les poêles sophistiqués en faïence ou en fonte apparurent et se répandirent, offrant un chauffage dramatiquement plus efficace et contrôlable que les cheminées ouvertes traditionnelles. Vers le XVIIIe siècle, le charbon minéral commença à remplacer progressivement le bois comme combustible principal dans les régions industrialisées, fournissant une source de chaleur beaucoup plus dense énergétiquement. Ces améliorations techniques combinées réduisirent dramatiquement la nécessité absolue de partager la chaleur corporelle pour survivre. Une personne seule, dans une chambre correctement chauffée par un bon poêle, pouvait désormais survivre et même vivre confortablement, luxe impensable auparavant. Le changement culturel et architectural commença subtilement au XVIe et XVIIe siècle dans les classes supérieures avant de se diffuser lentement. L'architecture domestique évolua conceptuellement. Les nouvelles maisons prospères comportèrent systématiquement des chambres séparées et privées à l'étage supérieur, dédiées exclusivement au sommeil. Les vastes pièces de réception occupaient encore le rez-de-chaussée pour les fonctions sociales, mais les espaces de nuit étaient désormais délibérément séparés, privatisés, individualisés. Ce changement architectural profond reflétait et encourageait simultanément une transformation culturelle encore plus profonde dans les mentalités. L'individu autonome commençait lentement à émerger conceptuellement de l'ancienne matrice communautaire indifférenciée. L'intimité personnelle devenait progressivement non seulement matériellement possible, mais aussi culturellement désirable et valorisée. Au XVIIIe et surtout XIXe siècle, cette transformation culturelle s'accéléra dramatiquement et se moralisa profondément. L'ère victorienne puritaine fit explicitement de l'intimité personnelle
une vertu morale cardinale, et du sommeil solitaire ou conjugal, une marque distinctive de respectabilité bourgeoise. Partager un lit avec des étrangers devint progressivement socialement impropre, vaguement scandaleux, signe visible de pauvreté honteuse. Les classes moyennes victoriennes investirent massivement et ostensiblement dans des chambres strictement individuelles, des lits séparés même pour les époux dans certains cas extrêmes. Les manuels omniprésents de bonne manière enseignaient rigoureusement qu'une personne vraiment convenable ne partageait jamais son lit avec quelqu'un qui n'était pas son conjoint légitime. Les pensionnats et internats commencèrent à fournir systématiquement des lits individuels aux élèves. L'idéal moderne de la chambre strictement privée, de l'espace personnel inviolable et sacré, s'enracina alors profondément et définitivement dans la culture occidentale émergente. Revenons au point de départ initial. Cette famille paysanne anonyme blottit désespérément dans son unique lit en cette nuit glaciale de janvier 1340. Nous comprenons maintenant pleinement que cette scène n'était ni pittoresque, ni chaleureusement communautaire, au sens romantique moderne. Elle représentait une stratégie de survie froide et rigoureusement calculée face à des contraintes environnementales et technologiques absolument implacables. Le sommeil communautaire médiéval découlait de nécessités multiples qui se renforçaient dramatiquement mutuellement. Les températures mortelles du petit âge glaciaire, l'inadéquation tragique des technologies de chauffage disponibles, l'isolation catastrophique des constructions, les contraintes économiques sévères rendant matériellement impossible le chauffage de multiples espaces, les menaces nocturnes variées exigeant impérieusement la sécurité du nombre. Cette pratique universelle traversait absolument toutes les classes sociales, du serf misérable au seigneur puissant, même si le confort matériel variait radicalement. Cette histoire nous révèle une vérité fondamentale et intemporelle sur la condition humaine. L'adaptabilité extraordinaire et l'ingéniosité remarquable de notre espèce face à l'adversité la plus extrême. Les médiévaux affrontaient courageusement un environnement naturel hostile, sans pratiquement aucune des technologies que nous considérons aujourd'hui comme absolument essentielles. Pas de chauffage central efficace, pas d'isolation moderne performante, pas de vêtements synthétiques isolants, pas d'antibiotiques salvateurs contre les maladies amplifiées tragiquement par la promiscuité forcée. Pourtant, ils survécurent obstinément, prospérèrent même remarquablement dans certaines régions et périodes, développant des stratégies ingénieuses, maximisant brillamment leurs maigres ressources limitées. Le lit clos représente brillamment cette ingéniosité pratique. Avec juste du bois local, comprenant intuitivement des principes thermiques de base, ils créèrent un microclimat artificiel permettant la survie nocturne. Le partage minutieusement stratégique de chaleur corporelle, les arrangements spatiaux soigneusement optimisés, plaçant les plus vulnérables au centre protecteur, la transmission fidèle de connaissances vitales de génération en génération, tout cela démontre une intelligence pratique absolument remarquable. Mais cette histoire souligne aussi combien nos attentes modernes de confort et d'intimité sont historiquement récentes et culturellement fragiles. Pendant environ 1000 ans, dormir complètement seul était littéralement impensable pour l'écrasante majorité. L'intimité personnelle n'existait même pas conceptuellement. Les gens acceptaient la promiscuité constante comme réalité naturelle et inévitable. En seulement 2 siècles, nous avons spectaculairement et complètement inversé ces normes millénaires. Aujourd'hui, partager notre chambre avec un étranger nous semble profondément choquant. Nos ancêtres médiévaux auraient probablement trouvé notre insistance rigide sur les chambres strictement privées, également étranges, luxe incompréhensible et inutile. Que nous enseigne cette histoire pour notre monde contemporain? Premièrement, nos normes culturelles sur l'intimité et l'espace personnel ne sont absolument pas universelles ou éternelles. Elles dépendent entièrement de contextes technologiques et économiques très spécifiques. Si ces contextes favorables changeaient drastiquement,
catastrophe climatique ou effondrement économique majeur, nous pourrions tragiquement redécouvrir les nécessités brutales qui forcèrent nos ancêtres à dormir ensemble pour survivre. Deuxièmement, cette histoire illustre que la survie réelle exige souvent des compromis difficiles entre différents risques mortels. Les médiévaux choisissaient rationnellement le risque accru de maladies contagieuses contre la menace absolument immédiate de froid mortel. Optimiser la défense contre une menace aggravait inévitablement une autre. Cette leçon s'applique universellement. Dans les situations de crise réelle, les solutions parfaites n'existent simplement pas. Nous faisons des compromis douloureux, choisissant pragmatiquement le moindre des maux disponibles. Troisièmement, respectons profondément l'ingéniosité et la résilience extraordinaires de nos ancêtres. Facile de les voir condescendamment comme primitifs ou ignorants. Mais affrontant quotidiennement des défis que nous ne pouvons même pas vraiment imaginer, ils développèrent des solutions créatives permettant non seulement la simple survie, mais la construction d'une civilisation brillante. Les majestueuses cathédrales gothiques, les premières universités médiévales, les œuvres littéraires immortelles, les innovations technologiques cruciales. Tout cela fut créé par des gens qui grelottaient misérablement chaque nuit d'hiver, se pressant désespérément ensemble pour partager leur maigre chaleur corporelle. La prochaine fois que vous vous glissez confortablement dans votre lit personnel douillet, dans votre chambre agréablement chauffée, prenez un moment pour vraiment apprécier ce luxe extraordinaire. Ce confort que nous tenons si facilement pour acquis aurait semblé absolument miraculeux, presque magique aux paysans médiévals moyens. Nous vivons littéralement comme des rois comparés à nos ancêtres. Cette reconnaissance devrait inspirer une profonde gratitude, mais aussi une réflexion sérieuse sur l'extrême fragilité de notre confort moderne. Les conditions favorables qui le permettent ne sont absolument pas garanties à perpétuité. Voilà donc pourquoi les médiévaux dormaient systématiquement en groupe. Non par quelque tradition pittoresque ou préférence culturelle charmante, mais parce que leur vie en dépendait absolument et littéralement. Chaque nuit, pendant des siècles et des siècles, des millions de personnes se serraient ensemble dans l'obscurité froide et menaçante, transformant courageusement leur corps fragile en forteresse thermique collective contre le froid mortel qui attendait implacablement dehors. Cette pratique millénaire universelle, aujourd'hui presque complètement disparue dans la plupart du monde développé occidental, reste un témoignage puissant et émouvant de ce que les humains endureront stoïquement et des stratégies remarquablement ingénieuses qu'ils développeront créativement pour tout simplement survivre un jour de plus.